Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de ce journal. Tous à l'eau, mais en maîtrisant les périls, la Fondation Princesse Charlène a proposé aujourd'hui une journée de prévention ludique et informative aux larvoto. Une équipe de Monaco Info a suivi les différents ateliers qui étaient mis en place. L'été et ses dangers après la mer, la canicule, les fortes chaleurs sont particulièrement redoutées et les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Nous verrons comment ces dernières sont prises en charge et nous entendrons les précieux conseils du docteur Pascal Porasso du Centre de coordination gérontologique. Le gala de Fight-Heads Monaco, l'association présidée par la princesse Stéphanie, organisait son grand rendez-vous annuel samedi soir autour des tubes de Queen. L'effectif de la Roca Team pour la saison prochaine ne cesse de s'étoffer à chaque jour sa nouvelle arrivée. Et puis il y a ceux qui ont prolongé leur contrat et se réjouissent de cet incroyable mercato. C'est le cas de Yacouba Ouattara, fidèle parmi les fidèles depuis 7 ans à Monaco. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur le concert donné dimanche soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Le 25 juillet est la journée mondiale de la prévention de la noyade. Depuis sa création, la Fondation Princesse Charlène a développé des programmes et des actions pour lutter contre ce véritable fléau. Elle a donc saisi l'occasion de cette journée mondiale pour proposer des ateliers de sensibilisation aux dangers en milieu aquatique. Voyez ce reportage de Victor Labbé et Orazio Gaggino. Sauvetage, assistance à une victime, les gestes sont rapides et précis. Les nageurs sauveteurs de la police maritime sont appelés pour ce type de mission en pleine mer. Sur cette plage, c'est plus rare. Pour l'instant, au niveau du jet ski, on n'a pas eu, les interventions qu'on avait étaient trop proches pour qu'on ait besoin de le prendre. Après, si on a des personnes qui sont en difficulté un peu plus loin, là on aura besoin du jet ski. Mais là on a eu surtout des personnes en difficulté dans la zone proche, donc on est intervenu à la nage directement. C'était plus rapide pour nous. La noyade est responsable de plus de 1000 décès chaque année, surtout durant la période estivale, selon les chiffres de Santé publique France. Pour sensibiliser et lutter contre la noyade, cette association a fait une démonstration dans l'eau avec ses chiens. On leur apprend petit à petit, on les emmène petit à petit à avoir des comportements qui vont aider le sauveteur à aller chercher les gens dans l'eau. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a fait du sauvetage aquatique, il y a un sauveteur. On fait aussi ce qu'on appelle du travail à l'eau. Le dernier exercice, vous avez vu, où le chien est tout seul et qui ramène quelqu'un. On commence avec les petits chiens pour aller chercher un objet, puis après il va chercher son maître, puis après il va chercher un inconnu. Oui, Chino. Il va chercher un inconnu, et puis après on pratique des techniques de sauvetage. La surveillance de la plage du Larvoto se passe dans ce poste de secours où 6 sauveteurs et 2 policiers se relaient de mai à septembre. Chaque jour, une dizaine de personnes sont prises en charge, principalement pour des malaises ou des blessures légères. Autre danger lié à la période estivale, le soleil et les températures caniculaires. Il est indispensable de s'en protéger et d'adopter certains réflexes, notamment parmi l'une des populations les plus vulnérables face aux épisodes de forte chaleur, les personnes âgées qui bénéficient d'un système de prise en charge très large à Monaco. L'une des médecins du Centre de coordination gérontologique est notre invitée. Bonsoir, docteur Porasso. Bonsoir. Avant d'aller plus loin et compte tenu de l'évolution de la situation au fil des années et des pathologies, à quel âge considère-t-on qu'une personne est une personne âgée et va pouvoir bénéficier d'une prise en charge ? Actuellement, l'âge n'est plus un facteur déterminant pour considérer une personne âgée. La population de personnes âgées est une personne très hétérogène et nous pouvons avoir des personnes de 70 ans qui sont en perte d'autonomie par rapport à une maladie neurodégénérative. Et à côté de ça, nous voyons de plus en plus de personnes centenaires qui vivent à domicile et pratiquement sans aide. Mais alors, comment déterminer les personnes qui vont bénéficier d'une prise en charge ? Il y a des bilans, c'est ça, qui sont réalisés, puis une orientation ? Très souvent, les personnes nous contactent, ou l'entourage, ou des professionnels de santé. Et donc, très souvent, c'est une perte d'autonomie. Et donc, c'est le médecin gériatre qui se rend au domicile pour évaluer la personne. Donc, c'est un bilan qui est biopsychosocial et environnemental.
de façon à pouvoir bien repérer les besoins des personnes. Par exemple, la personne n'a pas de médecin traitant, nous proposons qu'elle reprenne un suivi médical et donc qu'elle reprenne attache auprès d'un médecin généraliste. S'il y a besoin d'aide pour le traitement ou la surveillance des constantes, nous préconiserons un infirmier libéral. Il peut y avoir parfois, on fait parfois appel aux toilettes à domicile. Venons-en à l'actualité et cette vague de chaleur qui nous submerge depuis de longs jours maintenant. Comment intégrez-vous cela à la prise en charge des personnes âgées maintenues à domicile ? Tout au long de l'année, nous répertorions les personnes que nous considérons comme très sensibles aux fortes chaleurs. Et donc, nous avons un listing de ces personnes. Donc, lorsque la direction de l'action sanitaire nous sollicite, donc, pour les personnes qui ont des sociétés prestataires de services à domicile, elles sont listées et nous adressons les listes à chaque prestataire de service. Donc les prestataires de services se mettent en lien avec leurs collaborateurs et ce sont eux qui mettent en place les actions de prévention. En ce qui concerne la deuxième liste que nous avons, il s'agit très souvent de personnes qui sont en perte d'autonomie, où il n'y a pas de personnes à domicile. Et donc c'est le centre de coordination qui s'occupe de les contacter et de voir si tout va bien. Et plus généralement, docteur, quels conseils peut-on donner aux personnes âgées et à leurs proches pour faire face à cette vague de chaleur ? Bien s'hydrater, avoir des boissons fraîches à disposition, se protéger du soleil en fermant les volets et les persiennes. Si la personne est capable de donner l'alerte, s'il y a un entourage qu'on peut solliciter, si la personne a 2 visites par jour ou pas, et également les gens qui ont des polypathologies et qui sont polymédiqués, où on leur conseille de prendre attache auprès de leur médecin traitant, à savoir au niveau des posologies, ce qu'il y a lieu de faire ou pas. En conclusion, docteur Porasso, quel message adresser aux familles et aux personnes aujourd'hui qui vieillissent ? La prise en charge proposée par Monaco, il faut le dire, est assez unique et exemplaire. On a la chance d'être à Monaco et de bénéficier de beaucoup d'aides pour le maintien à domicile des personnes âgées. J'aimerais souligner qu'actuellement, les nouvelles personnes que nous voyons sont des personnes qui sont encore... qui ont une certaine autonomie, mais qui peuvent avoir des facteurs de fragilité. Le vieillissement, ça n'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est un processus physiologique qui se passe tout au long de la vie. Actuellement, ce qu'il va falloir mettre en place, ce sont des actions de prévention, que ce soit aussi bien des actions de prévention individuelles que des actions de prévention collective. Et cette prévention, elle s'articule autour de plusieurs axes. Cette prévention, ça s'articule autour de 4 piliers. Ces 4 piliers sont la nutrition, l'activité physique, les relations sociales, ainsi que la transition numérique. Il est important de s'attacher à la transition numérique, car c'est un risque d'isolement social. Et actuellement, l'isolement social est quelque chose qui est pire que la maladie. Voilà, on l'aura compris, le maître mot, c'est la prévention et donc un enjeu majeur de santé publique pour les années qui viennent. Merci beaucoup, docteur Porasso, d'avoir été notre invité pour nous rappeler combien il est important, plus que jamais en cette période, de prendre soin de nos grands-parents et des personnes âgées. Tout à fait. Merci. Certains ont vu double, triple et même plus samedi soir à la Salle des Étoiles. Une multitude de Freddie Mercury s'était donné rendez-vous pour le traditionnel gala annuel de Fighteds Monaco avec un concert tribute à Queen en présence de la princesse Stéphanie et de ses enfants. Cette soirée événement contribue à toujours remettre sur le devant de la scène le combat mené par l'association monégasque et ses bénévoles depuis presque 20 ans maintenant. Alexandra Pani et Thomas Deus y assistaient. Il a été l'une des premières stars internationales à révéler sa séropositivité. Freddie Mercury disparaissait le 24 novembre 1991 du sida. C'est au rythme des plus célèbres morceaux de Queen que s'est déroulée cette édition 2022 du Gala Fighteds. Une soirée qui a rassemblé 650 convives dans la Salle des Étoiles, dîner, concert et tombola avec de prestigieux lots et un dress code respecté pour la princesse Stéphanie, présidente de l'association qui fête son 18e anniversaire. 41 ans après l'annonce du premier cas, les traitements ont évolué, mais la maladie est loin d'être éradiquée.
Il faut rappeler aux gens que la lutte contre le VIH continue, il faut continuer à s'occuper des personnes qui sont déjà infectées, éviter, informer et faire beaucoup de prévention. Et à cause de la pandémie justement et des blocages de beaucoup de pays, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des ruptures dans leur traitement ou qui ne se sont pas fait dépister à temps et qui maintenant sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de nouveaux cas qui ont été détectés trop tard, comme pour beaucoup d'autres maladies à cause de la pandémie, quoi. Donc c'est vrai que on est là et on rappelle aux gens que ça fait partie de nos vies autant que le Covid. La pandémie de Covid-19 a pesé sur la lutte contre le VIH et les objectifs que s'était fixés l'ONU-SIDA, soit une fin de l'épidémie pour 2030. Des ambitions déjà malmenées avec 1 600 000 nouveaux cas décelés par an dans le monde et l'Europe qui fait figure de mauvais élèves. Il faudrait arrêter de se mentir, il faudrait enfin agir, il faudrait agir pour éradiquer. Pour éradiquer, il faut dépister. Ensuite, il faut traiter. Et puis surtout, une fois qu'on a éradiqué, une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a traité, il faudrait s'occuper aussi de toute cette population de séropositifs qui vieillit. Il faut bien voir que 70% en France des séropositifs auront plus de 50 ans en 2030. Et rien n'est fait dans l'immédiat. Donc voilà, pour l'instant, sincèrement, on a l'impression chaque année de dire la même chose, de faire le même discours, de faire la même information, et rien ne change. Cette soirée de gala permet de soutenir les différentes actions de Fightheads Monaco et parmi elles, la maison de vie à Carpentras qui offre aux affiliés un lieu unique de répit, réconfort et loisirs sans jugement parce que l'un des combats encore à mener aujourd'hui est la lutte contre l'exclusion sociale. Le beau mois de juillet des enchères à Monaco, les différentes ventes organisées en principauté ont été couronnées de succès. L'hôtel des ventes de Monte-Carlo, par exemple, peut se prévaloir de 2 ventes records, avec un saphir tout d'abord adjugé 2 620 000 € et un pastel de l'impressionniste Edgar Degas adjugé lui 2 400 000 €, une œuvre dont il n'existe que 2 représentations exécuté à la fin des années 1800. Le Festival olympique de la jeunesse européenne a débuté hier en Slovaquie. Ce rendez-vous sportif est l'équivalent des Jeux olympiques pour les athlètes âgés de 14 à 18 ans. 2 jeunes monégasques représentent la principauté, Emma et Théo Bottin en athlétisme, tous les deux sur 100 mètres. Ils ont défilé comme leurs aînés et nous ne manquerons pas de suivre leurs performances respectives en athlétisme. Depuis plusieurs jours maintenant, pas une journée ne se passe sans que l'on vous annonce l'arrivée de nouveaux renforts de choc au sein de la Roca Team. L'effectif de l'équipe de basket monégasque a de quoi faire rêver les plus grands clubs européens. Et aux côtés de ces nouveaux venus, il y aura des valeurs sûres, dont Yacouba Ouattara qui a prolongé pour 2 ans. Un champion qui fait l'unanimité tant du côté des supporters que du staff et des joueurs. Et il est avec nous ce soir en duplex du lieu où il goûte à des vacances bien méritées. Nous avons eu envie de lui demander ce qu'il pensait de ce recrutement exceptionnel. Bonsoir Yacouba Ouattara. Bonsoir. Vous avez donc décidé de prolonger l'aventure avec la Roca Team. Vous vous sentez désormais chez vous à Monaco ? Oui, pas que depuis maintenant. Depuis maintenant 7 ans, je me sens comme à la maison. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rester à Monaco ? Parce que vous étiez convoité. Mon premier choix, ça a toujours été de rester ici à Monaco. Et le club aussi voulait me garder. C'était juste le temps de trouver un accord entre nous. Et donc puis, là, on est reparti sur 2 ans ? Oui, on repart sur 2 ans. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de messages et de marques de sympathie après l'annonce de votre prolongation de contrat ? Parce que je sais que vous faites partie de loin des joueurs monégasques auxquels les fans sont les plus attachés. Ouais, j'en ai reçu énormément. Vraiment, ça faisait chaud au cœur de voir que toutes ces personnes qui étaient vraiment contents de me voir rester. Et non, ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a eu votre prolongation et puis la liste des noms des arrivés et de ceux aussi qui, comme vous, prolongent leur contrat, donne le tournis. Quel regard portez-vous sur ce mercato ? C'est énorme. On est en train de construire une équipe vraiment énorme avec des gros joueurs. C'est même difficile à imaginer qu'on puisse attirer autant de gros joueurs. Et ça, justement, ça n'augure que du bon pour l'avenir. Ça va créer de l'émulation ? Il y aura un gros travail de fond à faire, mais déjà, on part sur de très, très bonnes bases. Oui, c'est clairement une équipe de très, très haut niveau qui s'est constituée. Cela veut dire que les objectifs sont très ambitieux ? Je pense que là, c'est clair. Le message du club est assez clair. Et, cette année, je pense qu'on veut gagner dans pas mal de compétitions.
Il y a eu un goût d'inachevé un petit peu à la fin de la saison dernière? Oui, clairement. Le fait de finir comme ça et de perdre comme ça, c'est assez frustrant. Et on va essayer de rattraper le coup la saison qui arrive. Il y a le coach aussi qui a re-signé. Il a donné un bel élan cette saison dès son retour à Monaco. Vous adhérez complètement à sa façon de travailler, à Sacha Obradović? Ah oui, hein, c'est quelqu'un maintenant que je connais depuis assez longtemps, pour qui j'ai joué depuis assez longtemps. Donc là, je pense que pour lui aussi, les choses seront plus simples, car l'équipe elle sera formée par lui et il pourra coacher de la façon dont il veut. Et vous, comment envisagez-vous votre position au sein de l'équipe la saison prochaine avec notamment l'arrivée de tous ces champions qui vont rivaliser d'expertise à vos côtés également, et chacun dans leur domaine et leur poste, hein? Je me vois un peu comme un cadre de l'équipe, dans le sens où ça fait longtemps maintenant que je suis à Monaco et que je commence à faire partie des meubles. Donc, je me vois un peu comme un cadre, pouvoir guider tout le monde et faciliter les choses pour tout le monde. Vous avez eu cependant, par rapport aux autres, une saison particulièrement longue entre les beaux parcours en Euroleague et en championnat, et puis ensuite au sein de l'équipe nationale. Cela ne vous a pas trop usé? C'est sûr qu'il y a de la fatigue, autant mentale que physique. Mais c'est pour ça que là, le break, il est très important. Je me force tant bien que mal à pas jouer au basket, même si je vous avoue que c'est assez dur. Non, j'essaie vraiment de couper pour justement refaire de l'énergie et revenir prêt, quoi. On sait à quel point la saison elle peut être longue, elle peut être dure, et il faut justement profiter de ces moments, parce qu'une fois que ça a commencé, il n'y aura pas de pause. On ne va pas parler trop longtemps des choses qui fâchent, donc, mais vous avez déjà reçu votre cahier des charges, votre date de rentrée scolaire? Plus ou moins, je crois qu'on doit revenir vers le 20 août. Sincèrement, je trouve que ça va. Je m'attendais à ce qu'on revienne un peu plus tôt, pour dire la vérité. Donc ça nous laisse encore 4 semaines à profiter. Eh bien écoutez, profitez bien de ces quelques jours encore de congé avant la reprise de l'entraînement au mois d'août. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, Yacouba Ouattara. Merci à vous. Ce sont des moments toujours prisés par les mélomanes. Le deuxième concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, délocalisé dans la cour d'honneur du Palais Princier à l'occasion de la saison estivale, a été donné hier soir. Une soirée sous les airs de deux compositeurs scandinaves, Jean Sibelius et Edvard Grieg. Alexandra Pani, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud étaient dans l'assistance. Sous le ciel étoilé d'une nuit d'été, tous les composants d'une belle soirée sont réunis pour ces concerts donnés au cœur de la cour d'honneur du Palais Princier. Finlande et Danemark à l'honneur, comme pour apporter un peu de fraîcheur à ces nuits d'été. Aux côtés des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le jeune pianiste canadien Jan Giesiecki était invité sur le concerto pour piano en la mineur d'Edvard Grieg. Poétique, intime et visionnaire, il s'inspire ici de sa Norvège qu'il adorait et de Schumann qu'il admirait. Moi, je joue seulement le Grieg, alors je suis vraiment content. C'est un concerto que je connais très bien, qui donne au piano, mais aussi à l'orchestre, beaucoup à jouer, beaucoup à partager entre nous. Il y a des solos de basson, de cello, beaucoup d'instruments très rares qu'on n'entend pas trop. Et pour le pianiste, il y a des passages qui sont vraiment virtuoses, qui sont difficiles, mais aussi des passages qui sont jolis et intimes. Et Grieg vraiment est un compositeur qui a écrit la musique lyrique, et on peut le sentir ici dans ce concerto. À la direction de cette soirée, une femme, la chef d'orchestre finlando-ukrainienne Dalia Stasevska. Artiste polyvalente, elle est admirée pour son charisme et son dynamisme sur scène. I wanted to bring something from the Scandinavia, Nordic countries, and I was really happy that the orchestra took a challenge. And it's something that they don't play very often. I think they played at least 20 years ago the Finlandia, and they couldn't remember when they played the symphony last time. So it has been really nice to work something, and of course that is very close to my heart.
Des concerts prestigieux toujours très appréciés du public et malgré la chaleur, une tenue élégante et toujours de rigueur pour entrer au Palais Princier. Si vous n'avez pas encore pris vos places, il reste encore 3 rendez-vous pour cet été, les 31 juillet, 4 et 7 août. Pour être tout à fait complet, nous allons découvrir les couleurs du temps pour demain. Bonsoir Vanessa Dessy, quel temps fera-t-il mardi ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le soleil pourrait faire quelques timides apparitions. Par conséquent, les températures seront légèrement en baisse. Elles oscilleront de 21 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 21h02 et nous fêterons les ânes. Et sachez que nous recevrons demain dans le journal de 19h l'un des prévisionnistes de Météo France. Il nous expliquera à quoi sont dus ces phénomènes de forte chaleur de plus en plus fréquents et surtout si cela va durer au mois d'août. Quittons-nous en photo avec les plus beaux clichés du concert donné hier soir dans un lieu d'exception, le Palais Princier. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. À demain, 19h sur Monaco Info.